Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Pourquoi le M23 et le Rwanda ont-ils décidé d'attaquer Goma à la fin de ce mois de janvier? Je pense qu'il y a les raisons suivantes. La première, c'est que Goma, c'est une plaque tournante économique particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers, de 3T. Vous avez à côté aussi la grande mine de coltan, Rubaya, et il y a une activité économique très importante. Mais il y a une autre raison, une raison politique. C'est la soif d'hégémonisme du président Kagame. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'en fait, le président Kagame, il veut démontrer à la communauté internationale, plus précisément aux principaux décideurs, je fais allusion ici à l'Occident, la Chine, l'Afrique, qu'il est le seul interlocuteur valable avec lequel il faut traiter en ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et même les questions de coopération avec la région de Grand Lac. C'est comme qui dirait, il veut devenir le successeur du président Mobutu, qui a joué le même rôle pendant la période de la guerre froide. La succession, évidemment, que nous n'avons pas su assumer pour des raisons évidentes. Donc là, vous voulez parler de la région des Grands Lacs, c'est moi, Kagame. C'est moi qui maîtrise tout. C'est avec moi qu'il faut traiter. Le Congo, ses richesses, passées par moi. Toujours sur le plan politique, en fait, il veut humilier le peuple congolais et le président Tshisekedi, en obligeant le président Tshisekedi de négocier avec ses protégés qui constituent son cheval de Troie, les M23. Oui, alors cette attaque survient en effet 5 semaines après l'échec de la rencontre de Luanda, où Paul Kagame avait exigé que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec les rebelles du M23. Le président congolais avait refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame cherche à imposer ce dialogue par la force? Mais il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de négociation directe avec les M23. Mais là, je crois qu'il se trompe. Le président Tshisekedi, il a des fondamentaux. Quand il dit que c'est la ligne rouge, je crois que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Ce sont des lignes, pas seulement le dialogue, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Je ne crois pas du tout que Tshisekedi va accepter. Il est vraiment catégorique et il sera toujours le fils de son père. Donc vous pensez que Félix Tshisekedi va refuser ce dialogue direct avec le M23, mais le Kenya annonce que les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont accepté de se rencontrer demain, mercredi. Comment expliquez-vous que ce qui n'était pas possible le 15 décembre dernier le devienne cette semaine? Bon, écoutez, il y a la conjoncture politique. Et il faut dire aussi que le président Kagame n'a jamais accepté la médiation du président Lorenzo. Maintenant que l'on revient à la communauté d'Afrique de l'Est, nous espérons qu'on aura une meilleure compréhension de la décision du président Tshisekedi. En effet, il existe un acte officiel, le communiqué d'avril 2022 des chefs d'État de la région, signé par M. Biruta pour le compte du président Kagame, qui n'est pas venu, dans lequel il est clairement dit que tous les États qui ont des groupes armés nationaux en RDC sont invités à prendre langue avec eux pour leur faire des offres de paix. Et que si un groupe refuse cette offre de paix, il est considéré comme force négative qu'il faut extirper du corps de la région. Et c'est comme ça que le processus de Nairobi est né. Et donc, nous espérons que les chefs d'État de la CEAC, de l'East African Community, la communauté. Oui, et qu'ils vont demander au président Kagame de respecter ce qu'ils ont décidé ensemble, notamment aussi pour lui, l'obligation de prendre langue avec les fameuses FDLR. Et ça sera vraiment une décision conséquente. Ce qui frappe les observateurs depuis 3 jours, Christophe Lutundula, c'est le refus de l'Union africaine et des 3 pays qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie, de nommer le Rwanda comme pays solidaire des rebelles du M23 dans l'attaque sur Goma. Comment expliquez-vous cette bienveillance à l'égard du président Kagame? Mais c'est très simple, c'est des modus operandi, je n'ose pas dire l'ADN de l'Union africaine. Nous en avons l'expérience, nous avons connu une crise politique grave du temps du président Mobutu, conférence nationale et ainsi de suite. L'Union africaine n'a rien fait. Et vous savez qu'il y avait un conflit entre, je crois, l'Éthiopie et la Somalie. On ne sait pas ce que l'Union africaine a fait. Et on peut continuer la série. Il y a les grands barrages de la Renaissance qui opposent l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. De l'Union africaine s'est mis à l'écart. Donc ce n'est pas une surprise. De toutes les façons, l'Afrique a un problème d'assumer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable de résoudre ce problème par soi.
soi-même. Donc, il y a des intérêts économiques, les connexions avec les multinationales et les États qui soutiennent le président Kagame et qui profitent du pillage de ressources naturelles de la RDC, donc des pays africains, évitent de bousculer, d'indisposer ces États tutélaires. En Afrique centrale, l'armée rwandaise est redoutée. Est-ce qu'elle fait peur à certains pays qui, du coup, n'osent pas se fâcher avec Kigali? Bon, écoutez, on sait aujourd'hui que l'armée rwandaise est présente dans certains pays où il protège justement certains intérêts. Je ne veux pas énerver la susceptibilité diplomatique de ce pays-là. Il y a le Mozambique, il protège ce que vous savez. Il y a la Centrafrique, au Bénin, le Rwanda forme l'armée et on peut continuer la série. Donc effectivement, c'est un élément qui intervient en conjugaison avec le fait d'éviter d'énerver la susceptibilité des tuteurs. Visiblement, Paul Kagame a attendu l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche avant de donner son feu vert à cette attaque sur Goma. Est-ce que c'est à vos yeux une simple coïncidence? En politique, il n'y a rien de fortuit. Il faut quand même noter qu'il y a plusieurs flottements au niveau des États-Unis. Et vous savez aussi que les républicains ne sont pas particulièrement amis à M. Kagame depuis son arrivée au pouvoir au Rwanda. Ce sont plutôt des démocrates qui sont ses amis. Et donc, il y a un flottement de ce côté. On ne peut pas non plus ne pas citer la turbulence politique. Et donc, il y a ce concours de circonstances. Bon, peut-être que, pas peut-être, il en profite. Je pense que dans l'analyse de M. Kagame, ces éléments ne sont pas totalement étrangers. Dans quel sens? Dans le sens de dire, je fais mon petit coup, je place tout le monde devant un fait accompli. Bon, le temps que les uns et les autres jettent un regard sur le dessus de Congo, moi, j'aurais déjà planté le décor. C'est cela. Je sais qu'il fait aussi que, bon, il tient à voir Goma. En 2012, quand le M23 s'était emparé de Goma, Barack Obama avait exercé une grosse pression sur Paul Kagame pour que les rebelles se retirent de la ville et cela avait marché. Mais cette fois-ci, vous avez l'air plus pessimiste. Bon, c'est pas que j'ai l'air plus pessimiste. Je vois les faits qui sont là. Ce n'est pas Barack Obama qui est au pouvoir. Ensuite, je crois que dans les circonstances actuelles, on doit être un peu plus ferme au niveau des décideurs. Et je crois que dans ce sens-là, tous les mécanismes de vérification qui ont été mis en place ne valent pas de la peine. Il faut les remplacer, à mon avis, par un dispositif de garantie mutuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on peut déployer le long de la frontière RDC-Rwanda une force internationale tampon, garantie par le Conseil de sécurité, l'Union européenne et peut-être l'Afrique avec le Conseil de paix et sécurité, de manière que le Rwandais sorte et que cette force garantisse qu'il n'y aura pas d'incursion parce que le Rwanda parle d'FDLR. Que de notre côté, le Rwanda va sortir, le M23 va se replier, rentrer dans ses positions d'antan et cette force va créer les conditions du dialogue avec le Rwanda. Il faut ouvrir cette perspective-là, mais semble-t-il. À mon sens aussi, il faudra absolument que la question des sanctions à l'égard de quiconque aurait violé les droits de l'homme, il faut des sanctions. Sinon, c'est l'impunité. Voilà. Et vu du côté de Congolais, je dis que ce qui se passe ne concerne pas Tshisekedi seul comme individu. Nous tous, l'expérience de l'AFDL nous démontre que les objectifs du président Kagame, c'est la zone d'influence au Congo, l'exploitation de ressources. Et donc, quiconque sera au pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain, tant que nous ne sommes pas unis pour défendre le pays, pour défendre notre indépendance, notre souveraineté, ça ne va pas marcher. Christophe Lutundula, merci. Merci.